J'étais au tribunal quand le juge a donné à ma mère 2 ans pour avoir attaqué ma grand-mère. C'est là que j'ai perdu le seul membre de ma famille à qui j'ai jamais fait confiance. Papa m'a serré l'épaule pendant tout le trajet jusqu'à la maison de ses parents. C'est juste temporaire, dit-il. Jusqu'à ce que je puisse comprendre. Grand-mère était déjà sur le porche, sa caméra s'accroche autour de son cou comme toujours. Papa m'a serré à la porte. Soyez bons pour grand-mère et grand-père. Sa voix s'est cassée. Je viendrai tous les jours. Grand-père apparut derrière grand-mère, sa main sur son épaule. Prends bien soin d'elle, fiston. Ne t'inquiète pas. Quelque chose est passé entre eux dans ce regard. Papa est parti sans regarder en arrière. La maison d'hôte sentait la peinture et les nouvelles serrures. Ce sera ton espace, dit grand-mère, qui me conduira dans le garage converti. Nous voulons que vous vous sentiez en sécurité ici. J'ai remarqué que les fenêtres avaient des serrures pour enfants. Quand as-tu fait ça? On s'est préparé. Ses yeux ont suivi mes mouvements. Depuis la première arrestation de ta mère, on savait que ce jour viendrait. Cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir. Leurs voix ont dérivé à travers le mur mince entre la maison d'hôte et leur cuisine. Nous devons fabriquer des bleus frais sur notre corps, dit grand-mère. Fais croire que l'enfant nous abuse. Demain soir, grand-père a répondu après qu'elle ait eu le temps de s'installer. Mon sang est devenu froid. J'ai pris mon téléphone pour envoyer un SMS à papa, mais il n'y avait aucun signal. Le Wi-Fi était protégé par mot de passe. Même la ligne fixe de la maison d'hôte a bourdonné l'air mort. Le lendemain matin, grand-mère a apporté le petit déjeuner sur un plateau. Cliquez. Une autre photo. Tu as l'air fatigué, chérie. Tu as mal dormi? Elle a étudié mon visage comme si elle mesurait quelque chose. Ta mère aussi a eu du mal à dormir. Avant ces épisodes. Ma mère n'est pas folle. Le visage de grand-mère est devenu dur. Ta mère a attaqué 3 personnes. Le juge a vu la preuve. Elle a posé le plateau trop fort. La violence sévit dans les familles. On surveille les panneaux. J'ai attendu jusqu'à ce que je pensais qu'il partait pour les courses, puis on cherchait partout un téléphone. Rien. Les fenêtres avaient des serrures. Ils n'ont ouvert que 2 pouces. La porte n'a ouvert que de l'extérieur. J'étais piégé. Vous cherchez quelque chose? Grand-père était dans la porte. Je veux appeler mon père. Il est au travail. Grand-père est entré, fermant la porte derrière lui. Le travailleur social vient demain. Elle doit voir la preuve que tu es dangereux, comme ta mère. Quoi? Des égratignures sur mes bras. Peut-être un œil noir. Il s'est rapproché. Tu vas me les donner. J'ai soutenu contre le mur. Je ne te ferai pas de mal. Pas la peine. Il a souri. Tu dois juste ressembler à toi. C'est là que j'ai vu grand-mère par la fenêtre avec sa caméra. Cliquez. Vous voyez? Vous me menacez déjà, a dit grand-père, de me soutenir dans un coin. Je devais me défendre. J'ai couru pour la porte. Verrouillée. Grand-mère est entrée. Caméra prête. Prends des photos d'elle en colère, a dit grand-père. Avant qu'on s'énerve. J'ai attrapé une lampe et cassé la fenêtre. L'alarme criait à travers la maison. Elle détruit des biens. Grand-mère a crié, prenant des photos. Comme sa mère. J'ai jeté le verre et je me suis pressé. Frappe fort. Ma cheville s'est tordue, mais j'ai traversé leur pelouse vers la maison du voisin. Il n'y a nulle part où aller. Grand-père a appelé, marchant calmement derrière moi. J'ai atteint leur portail automatique. La clôture de Henderson était de 6 pieds de haut, mais j'ai dû essayer. J'ai pris le haut, je me suis tiré. Grand-père m'a pris la cheville. Les voisins savent déjà pour ta mère violente, dit-il. Qui croit-il? J'ai donné un coup de pied et je suis tombé dans la cour de Henderson, couru à leur porte, battant des mains sanglantes. Au secours, s'il vous plaît. Madame Anderson a ouvert la porte. Que s'est-il passé? Mes grands-parents essaient de me piéger. La voilà. Grand-mère est apparue à la clôture en pleurs. Nous sommes désolés, Janet. Elle a eu un épisode. Il a cassé notre fenêtre. Madame Anderson me regardait déjà différemment. Ce regard prudent que les gens donnent des choses dangereuses.
Ils mentent, j'ai dit. Ils veulent se blesser et me blâmer. Ma chérie, la voix de Madame Henderson est devenue douce. Retournons voir tes grands-parents. Non, mais elle me guidait déjà vers la clôture vers eux. Grand-père m'a soulevé comme si je ne pesais rien. Je vous remercie, c'est Janet. Bien, aidez-nous. Dans la maison d'hôte, grand-mère a photographié toutes les coupures, toutes les bleues. Cliquez, cliquez, cliquez. Regarde ce que tu t'es fait. Le travailleur social sera très intéressé par votre fusion. Mon père ne te croira pas. Grand-mère sourit. C'est ton père qui nous a demandé de faire ça. Il a besoin de preuves pour le divorce. La preuve que la violence de votre mère vous est passée. La chambre a filé. C'est pour ça que papa n'a pas regardé maman au tribunal. Pourquoi il m'a laissé ici si vite? Il était dedans. Il la veut enfermer pour toujours. Grand-père a dit, et vous en soins psychiatriques? Beaucoup plus propre qu'une bataille de garde. La porte d'entrée s'est ouverte. La voix de papa. Maman, papa. Comment était-elle? Il faut qu'on parle. Grand-mère a rappelé. Il y a eu un incident. Papa est apparu dans la porte, a vu le sang. Son visage a été soigneusement vide. Elle a blessé quelqu'un? Seul, a dit grand-père. Jusqu'ici, papa a hurlé, toujours pas me regarder. Le travailleur social vient demain. Tout sera documenté. Ils m'ont laissé dans la maison d'hôte avec de nouvelles serrures surtout. Demain viendra le travailleur social. Elle voyait ce qu'il voulait qu'elle voie. Ou alors il pensait. J'ai passé la nuit à rejouer leur voix à travers le mur. Mon téléphone m'a embrayé la main avec l'application d'enregistreur de voix prête, même s'il n'y a aucun signal pour envoyer quoi que ce soit. Chaque ruisseau de la maison m'a fait geler, me demandant s'ils revenaient pour commencer leur plan ce soir. Je n'ai pas dormi du tout, j'ai juste regardé le plafond et essayé de comprendre ce qui se passe quand ce travailleur social arrive demain. L'obscurité m'a poussé, et j'ai continué à vérifier la poignée de la porte toutes les quelques minutes pour m'assurer qu'elle était toujours verrouillée de l'extérieur. Mon esprit a continué à retourner au visage vide de papa quand il a vu le sang. Comment il ne m'a même pas regardé? Vers 3 heures du matin, j'entendis des pas dans la maison principale, et tout mon corps s'est serré, mais ils passèrent sans s'arrêter à la maison d'hôte. J'ai compté mes respirations pour rester calme, comme maman m'a appris avant que tout ne s'écroule. Les heures passaient si lentement, je pensais que le matin. Cas de garde, il a mis son visage dans ses mains. Le docteur Reyes a laissé le silence s'asseoir un moment avant qu'elle se tourne vers papa et lui a demandé de répondre. Papa a commencé à parler dans cette voix brisée d'être terrifié de perdre la garde de maman. Il a dit qu'il était désespéré de prouver qu'elle était dangereuse parce que les tribunaux se penchaient vers la garde conjointe et il ne pouvait pas laisser cela arriver. Il a parlé de la façon dont ses parents l'ont convaincu que la violence était génétique, que je finirais par devenir maman, et que documenter tôt protégerait tout le monde. Sa voix trembla quand il tenta d'expliquer son raisonnement. La docteure Reyes écoutait sans interruption, son visage neutre et professionnel. Puis elle lui a posé une question directe qui a traversé toutes ses explications. Elle a demandé s'il croyait que j'étais violent. Papa a regardé ses mains pour ce qu'il ressentait pour toujours. La chambre était si calme que j'entendais l'horloge sur le mur. Enfin, il a dit non. Sa voix était à peine au-dessus d'un murmure. Il a dit qu'il ne croyait pas que j'étais violent. Il a dit qu'il avait juste besoin de la documentation pour ressembler à moi pour construire son affaire contre maman. L'admission a accroché dans l'air entre nous et j'ai senti quelque chose de cassé dans ma poitrine. Il a juste avoué m'utiliser comme un outil pour ne pas se soucier de la vérité seulement sur ce qu'il pouvait prouver sur papier. Le docteur Reyes l'a laissé entrer avant de commencer à parler de ce qu'il faudrait reconstruire la confiance. Elle a dit que ce n'était pas à propos d'excuses ou de promesses. Il s'agissait d'actions cohérentes sur des mois de travail. Elle a dit à papa qu'il devait coopérer pleinement avec CPS pour soutenir tout placement que je voulais, même si cela signifiait vivre ailleurs et se mettre en thérapie individuelle pour gérer ses propres problèmes. Elle a précisé que les mots ne signifient rien à ce stade. Seules les actions seraient importantes. Papa a hurlé et a accepté tout ce qu'elle a dit, mais je me sentais complètement vide à le regarder. Les dommages étaient trop profonds pour qu'une quantité quelconque de thérapie puisse être réparée. Il m'avait regardé dans les yeux et sacrifié pour gagner une bataille de garde. Ce n'était pas quelque chose dont tu es revenu. Après la séance, Jima m'a emmené au parking où Landre attendait dans sa voiture.
Jima s'est arrêtée avant d'arriver à la voiture et s'est tournée vers moi. Elle m'a dit discrètement qu'elle était impressionnée par la façon dont je me suis comporté là-dedans. Elle a dit, la plupart des adolescents auraient brisé les pleurs ou ont commencé à crier, mais je suis resté concentré sur les faits et à me protéger. Ces mots ont mis quelque chose en place dans mon esprit. J'ai réalisé que je n'étais pas la même personne qui était arrivée chez mes grands-parents en faisant confiance à mon père et en croyant ce que les adultes m'ont dit. Cette fille était partie. J'ai changé en quelqu'un de plus dur, quelqu'un qui a tout documenté et fait confiance aux paroles. Le changement se sentait permanent. 2 jours plus tard, j'étais dans la maison d'amis quand le téléphone d'urgence a sonné à nouveau. La voix de Landra a dit qu'elle avait des nouvelles importantes sur maman. Elle m'a dit que l'avocat de maman avait demandé un examen officiel de son cas basé sur de nouvelles preuves que Jamea avait aidé à creuser. Apparemment, les 3 attaques dont maman a été accusée étaient en fait des situations d'autodéfense qui ont été mal représentées au tribunal. Il y a des documents qui le prouvent. Paperwork qui avait été supprimé pendant le procès initial de maman. Lisandra a dit que l'accusation brouillait pour trouver comment réagir. Les nouvelles m'ont frappé comme un coup physique. L'espoir et la colère se sont écrasés dans ma poitrine. J'espère que maman sera innocente, qu'elle sortira et qu'on pourra être à nouveau ensemble. La colère que papa avait connue et utilisée contre nous deux de toute façon, qu'il laisserait maman s'asseoir en prison pendant qu'il construisait son affaire sur des mensonges. J'ai demandé à Landra ce qui s'est passé ensuite, et elle a dit que l'avocat de maman poussait pour que les charges soient complètement abandonnées. Cela pourrait prendre des semaines ou des mois à résoudre, mais il y avait de réelles possibilités. Après avoir raccroché, je me suis assis sur mon lit, la tête dans les mains, essayant de tout traiter. Mon monde entier avait été construit sur l'histoire que maman était dangereuse et que papa me protégeait. Cette histoire s'effondre, et je ne savais pas ce qu'il restait en dessous. L'audience s'est déroulée 3 jours plus tard dans une salle d'audience qui sentait le vieux bois et le vernis au sol. Jimea s'est assise à côté de moi à une longue table, sa mallette ouverte avec mon dossier de preuves sur le dessus. Papa était assis en face de l'allée avec son avocat. Un homme avec un costume cher qui n'arrêtait pas de braquer des papiers. Le juge était une femme dans la cinquantaine avec des lunettes de lecture accrochées à une chaîne autour de son cou. Elle avait l'air fatiguée, mais ses yeux étaient aiguisés quand elle a appelé le numéro de l'affaire. Jimea s'est levée et a commencé à présenter ma documentation, mettant chaque pièce sur un écran de projecteur afin que tout le monde puisse voir les horodatage sur mes enregistrements vocaux. Les photos des serrures avant qu'elles ne soient changées. Le rapport d'urgence sur ma cheville, les rapports du CPS de Landra et Cole. L'avocat de papa a continué à essayer d'interrompre, en appelant les choses des malentendus et des drames adolescents. Le juge lui tendit la main et lui dit d'attendre son tour. Puis Ima a joué l'enregistrement audio de grand-mère et grand-père prévoyant de fabriquer des bleus. Leur voix remplissait la salle d'audience, parlant de la difficulté à frapper et de l'évidence d'un œil noir. Le visage de papa est devenu blanc. Son avocat a arrêté de braquer les papiers. Le juge s'est penché vers l'avant et a demandé à Ima de le jouer à nouveau. Après la 2e fois, elle a regardé directement papa et lui a posé une question. Elle voulait savoir s'il avait participé à un plan pour créer de fausses preuves de ma violence. L'avocat de papa s'est levé et a commencé à parler de contexte et de mauvaise interprétation. Le juge l'a coupé et a répété la question, cette fois disant qu'elle voulait entendre son père directement, pas son avocat. Le tribunal est devenu calme. Papa s'assit là pour ce qui se sentait pour toujours, ses mains s'emparant du bord de la table. Puis il a dit oui. Il a demandé à ses parents de documenter les comportements, mais il a affirmé qu'il ne savait pas qu'ils allaient jusqu'à se faire du mal. Sa voix était plate, comme s'il lisait un script. Le juge a enlevé ses lunettes et les a posées sur le banc. Elle a dit, avoir des membres de la famille pour fabriquer des preuves est une conspiration pour commettre la fraude et la mise en danger des enfants. Sa voix a été plus dure avec chaque mot. Elle a ordonné à papa d'avoir seulement supervisé le contact avec moi pendant qu'il faisait plus d'évaluation. Puis elle a dit qu'elle mettait grand-mère et grand-père sous enquête pour tentative d'abus. L'avocat de papa a essayé de s'opposer, mais le juge a déjà avancé. Elle s'est tournée vers moi et m'a demandé ce que je voulais. Ma gorge était serrée, mais je me suis fait parler clairement. Je lui ai dit que je voulais vivre en sécurité pendant que l'affaire de maman était examinée, quelque part où je pourrais aller à l'école et ne pas avoir peur. Le juge a hurlé et a écrit quelque chose. Elle a dit que le CPS organiserait un placement temporaire avec un soutien thérapeutique. Si l'affaire de maman était renversée, il regarderait la réunification. Ce n'était pas parfait,
mais ça voulait dire que je sortais de la maison des grands-parents. 3 jours plus tard, Landra m'a conduit dans une maison de l'autre côté de la ville. Un couple nommé O'Neill nous a rencontrés à la porte. Madame O'Neill avait de bons yeux, et Monsieur O'Neill m'a serré la main comme si j'étais un adulte. Ils m'ont dit qu'ils faisaient des placements d'urgence pour les enfants plus âgés tout le temps. Ma chambre était à l'étage, peinte en bleu avec un lit qui avait une couette épaisse. Madame O'Neill m'a montré la serrure à l'intérieur de la porte. Elle a dit que je pouvais le verrouiller quand je voulais de l'intimité. Cette nuit-là, j'ai verrouillé et déverrouillé la porte une vingtaine de fois, sentant la différence entre choisir de m'enfermer et être enfermé par quelqu'un d'autre. Le changement était énorme. Landra a commencé à visiter chaque semaine pour vérifier comment je vais. Les O'Neill m'ont laissé de l'espace, mais je me suis assuré qu'ils étaient là si j'avais besoin de quoi que ce soit. J'ai commencé à voir le docteur Reyes pour des séances de thérapie 2 fois par semaine. Au début, les cauchemars étaient terribles. J'ai rêvé d'être coincé dans la maison d'hôte avec les fenêtres qui ouvrent seulement 2 pouces. J'ai rêvé de la main de grand-père sur ma cheville. J'ai rêvé du visage vide de papa quand il a vu mon sang. Le docteur Ara m'a appris à respirer et à me calmer quand je me suis réveillé effrayé. Lentement, les rêves venaient moins souvent. Après quelques semaines, j'ai commencé à dormir la plupart des nuits. 6 semaines après l'audience, mon téléphone a sonné pendant le petit déjeuner. C'était Ima qui appelait avec des nouvelles de maman. Elle a dit que la condamnation de maman a été annulée et qu'elle a été libérée alors que l'accusation a trouvé ce qu'il fallait faire ensuite. La preuve que Lima a trouvée a prouvé que les attaques de maman étaient en fait des situations de légitime défense. Papa avait su la vérité et l'avait utilisée contre nous deux de toute façon. Maman allait rester avec sa sœur pendant que tout était réglé. Le CPS a approuvé des visites supervisées avec moi. En même temps, j'avais peur et espoir. Je n'avais pas vu maman depuis des mois et je ne savais pas si on pouvait réparer ce qui s'était cassé. La première visite s'est produite dans un bureau du CPS avec Landra assis dans le coin. Maman est entrée et m'a vu et a commencé à pleurer. Elle disait qu'elle était désolée. Désolée, elle n'a pas pu me protéger. Désolée d'avoir tout traversé seule. J'ai pleuré aussi et on s'est tenu pendant que Landra regardait sa tablette et faisait semblant de ne pas regarder. Maman a expliqué comment papa a manipulé les preuves pour la rendre dangereuse parce qu'il voulait la garde exclusive. Elle s'était battue depuis la prison pour prouver son innocence pendant que j'étais coincé dans la maison des grands-parents. Nous avions beaucoup à reconstruire, mais pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression d'avoir un parent qui voulait vraiment me protéger. Au cours du mois suivant, les visites de maman se sont prolongées et se sont produites plus souvent. CPS a regardé comment elle allait et si elle avait un logement stable. Elle a trouvé un emploi dans une épicerie et sa sœur l'a aidé à trouver un petit appartement. Ils m'ont aménagé une chambre avec un lit et un bureau et des affiches que maman pensait que j'aimerais. Le tribunal a finalement approuvé une période de réunification du procès où je vivais avec ma mère tout en gardant la thérapie et les check-ins CPS. Ce n'était pas la fermeture parfaite parce que papa était accusé et que les grands-parents faisaient l'objet d'une enquête, et j'avais encore des problèmes de confiance, mais c'était un réel progrès vers la sécurité réelle. Le jour du déménagement, j'ai emballé mes affaires chez O'Neill et je les ai remerciés de m'avoir donné un endroit sûr quand j'en avais le plus besoin. J'ai apporté mon dossier avec moi à l'appartement de maman, non pas parce que j'en avais besoin, mais parce qu'il montrait tout ce que j'ai survécu et documenté. Maman l'a vu quand je déballais, et elle a compris sans que je doive expliquer. Elle m'a serré les bras et a promis que je n'aurais plus jamais à me battre seul. Je n'étais pas assez bête pour penser que tout serait parfait maintenant. Mais j'étais en sécurité et on m'a cru, et j'avais un parent qui me protégeait. C'était plus qu'il y a 6 semaines, et c'était suffisant pour construire. C'est comme ça que ça s'est passé de mon côté. Et toi? J'aime toujours entendre comment les autres l'auraient fait. Ne viendrai jamais. Le matin, la clé de grand-mère tournait dans la serrure extérieure, et elle entra avec un autre plateau de petit déjeuner, et cette caméra autour du cou comme une arme. Elle a posé la nourriture et a étudié mon visage avec intérêt clinique, notant les cernes sous mes yeux. J'ai gardé mon expression vide et je n'ai pas touché à la nourriture jusqu'à ce qu'elle parte, la vérifiant soigneusement pour tout ce qui pourrait me rendre malade ou somnole. Les œufs semblaient normaux. Le toast était juste toast, mais j'ai tout reniflé avant de prendre de petites bouchées. Mon estomac était trop tordu pour manger beaucoup de toute façon, mais j'ai forcé la moitié de l'assiette parce que j'avais besoin de ma force. Après avoir fini, j'ai utilisé le miroir de salle de bain pour documenter mon apparence avec ma caméra téléphonique, prenant des photos de mon visage non broyé et des bras avec des horodatage.
Les photos enregistrées sur mon appareil, même sans signal, créant un enregistrement de ce à quoi j'avais l'air avant qu'ils essaient de changer l'histoire. J'ai incliné la caméra pour attraper chaque partie de mon visage et de mon cou, puis pris des photos des deux bras sous différents angles. Mes mains se sont un peu secouées, mais les photos sont ressorties. J'ai caché le téléphone au fond de ma tête d'oreiller où je pourrais l'attraper rapidement si j'avais besoin d'enregistrer l'audio. La tête d'oreiller avait une petite déchirure dans la couture qui faisait une cachette parfaite. Grand-père a apporté le déjeuner et a fait de petits discours sur le temps, sa voix amicale comme si nous étions une famille normale. J'ai répondu en courtes phrases et j'ai regardé ses mains, me rappelant comment il m'a attrapé la cheville hier. Quand il m'a demandé si je dormais bien, j'ai dit oui, même si nous savions tous les deux que c'était un mensonge parce que j'apprenais que ne rien leur donner est son propre type de pouvoir. Il a souri à ma réponse, mais ses yeux sont restés froids, me mesurant. Il a posé le sandwich et m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose. Toujours en jouant le grand-parent concerné, je lui ai dit non et j'ai attendu qu'il parte, mon cœur battant fort tout le temps qu'il se tenait dans la porte. Vers 2 heures de l'après-midi, j'ai entendu une voiture dans l'allée et des voix à la porte d'entrée de la maison principale. Mon cœur a frappé alors que je reconnaissais que ce doit être le travailleur social, juste à temps. La voix de grand-mère a dérivé à travers le mur, chaud et inquiet, expliquant à quel point ils étaient inquiets pour moi après ma violente explosion d'hier. J'ai serré l'oreille au mur mince et j'ai écouté grand-mère décrire l'incident éclatant de la fenêtre, sa voix tremblant avec une fausse émotion. Elle a parlé à l'assistante sociale des accusations de violence de ma mère et a laissé entendre que Jean passait, me peignant comme une bombe prête à décoller. Chaque mot était prévu pour me faire paraître dangereux avant même que le travailleur social me rencontre. Je l'ai entendu dire que le voisin devait me ramener. Comme j'étais en train de crier et hors de contrôle. La voix du travailleur social était plus difficile à entendre, plus silencieuse et plus professionnelle. La porte de la maison d'hôte s'est ouverte et grand-mère est entrée avec une femme dans la trentaine portant une tablette et portant une expression professionnelle mais gentille. Landra Gibbs s'est présentée comme ma travailleuse et m'a demandé comment j'allais avec une réelle inquiétude à ses yeux. Grand-mère est restée dans la porte avec sa caméra, prête à documenter ce qui se passe ensuite. J'ai demandé à Landra si on pouvait parler. En privé, ma voix est plus stable que prévu. Grand-mère a dit qu'elle devait rester pour la sécurité de tout le monde, vu mon épisode. Landra regarda les fenêtres verrouillées de l'enfant et la serrure extérieure, son expression bougeant légèrement, puis dit fermement à grand-mère que les entretiens privés sont requis par le protocole. Le visage de grand-mère s'est serré, mais elle s'est retirée de la pièce, tirant la porte fermée derrière elle. Une fois que grand-mère est partie avec une nette réticence, je me suis assise sur le bord du lit et Landra a pris la chaise de bureau, son langage du corps ouvert et patient. Elle m'a demandé de lui dire ce qui s'est passé hier. J'ai commencé avec la vitre cassée, mais elle m'a doucement arrêté, me demandant d'aller plus loin quand je suis arrivé ici. Je lui ai dit de les entendre à travers le mur la première nuit, leur plan pour faire de faux bleus et me piéger. Ma voix secoua, mais je continuais, expliquant le téléphone et le Wi-Fi handicapé, les serrures qui ne s'ouvrent que de l'extérieur. Lisandra a pris des notes sur sa tablette sans m'arrêter, son visage restant neutre, mais sa frappe de plus en plus rapide comme je l'ai décrit grand-père m'entourant. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai ouvert l'application d'enregistreur vocal, montrant à Landra les horodatage d'hier soir et ce matin. Mes mains se sont un peu secouées comme je l'ai expliqué que j'avais tout enregistré depuis que je les ai entendus planifier à travers le mur, même s'il n'y a aucun signal pour envoyer les fichiers n'importe où. Elle se pencha vers l'avant pour regarder l'écran, ses yeux scrutant la liste des enregistrements avec des dates et des heures. Puis j'ai atteint sous mon matelas et sorti la chronologie manuscrite que j'avais créée hier soir. Chaque événement s'est connecté avec le temps qu'il s'est passé aussi près que je pouvais me souvenir. Lisandra l'a soigneusement pris et a commencé à lire. Sa tablette oubliait un moment comme elle a absorbé ce que j'avais écrit. Elle a sorti sa tablette et photographié chaque page de ma chronologie, puis a pris des photos de mon écran de téléphone montrant tous les enregistrements. Quelque chose a changé dans son visage quand elle travaillait. Un passage de la préoccupation professionnelle à la croyance réelle. Elle m'a regardé et m'a demandé si elle pouvait écouter l'un des enregistrements, et j'ai hurlé et j'ai joué celui d'hier soir où ils ont parlé de fabriquer des bleus. Sa mâchoire s'est serrée quand la voix de grand-mère a traversé le haut-parleur, en parlant de faire croire que je leur ai fait du mal. Quand il a fini, elle a refotographié mon téléphone, montrant les détails du fichier audio. Puis demandé si j'en avais plus. Je lui ai montré 3 autres enregistrements, y compris celui où grand-père a dit que l'assistante sociale devait voir la preuve que j'étais dangereux.
La frappe de Lisandra est devenue plus rapide et plus intense car elle a tout documenté. Elle s'est levée et a demandé à voir la fenêtre que j'ai cassée hier. J'ai indiqué où grand-père l'avait déjà couvert de l'extérieur avec un gros morceau de contreplaqué, bloquant tout le cadre. Elle est allée à la fenêtre et a essayé de l'ouvrir, mais elle n'a pu que la mener à bouger environ 2 avant que la serrure ne l'arrête. Elle a photographié le mécanisme de verrouillage à proximité, puis a déplacé vers chacune des 3 autres fenêtres et a photographié ses serrures, aussi. Puis elle a examiné la porte, prenant des photos de la façon dont la serrure avait seulement un trou de clé de mon côté sans aucun moyen de l'ouvrir de l'intérieur. Elle a demandé où se trouvait la salle de bain, et je lui ai montré la petite salle de bain attachée que grand-père avait installée, et elle l'a photographiée aussi. Ses questions ont été plus précises après ça. Elle a demandé à quelle heure ils apportaient habituellement des repas, et je lui ai dit que cela variait, mais habituellement le petit déjeuner vers 8 heures, le déjeuner vers midi, le dîner vers 6 heures. Elle m'a demandé si je pouvais quitter la maison d'hôte quand je le voulais et j'ai expliqué que la porte restait fermée de l'extérieur à moins qu'il ne l'ouvre. Elle m'a demandé si j'allais dans la maison principale et je n'ai dit que le premier jour où je suis arrivé, jamais depuis. Elle a demandé s'il y avait un téléphone ici en dehors de ma cellule et je lui ai montré la ligne fixe sur le mur qui a fait un bruit bourdonnant quand vous l'avez ramassé. Elle l'a testé elle-même et a entendu la date limite, puis a photographié le téléphone. Elle a demandé le mot de passe Wi-Fi et je lui ai dit que je ne l'avais jamais, que mon téléphone n'avait pas de signal et pas d'internet. Elle a sorti son propre téléphone et j'ai vu sa fronce quand elle a réalisé qu'il n'y avait pas de réseau Wi-Fi du tout dans la maison d'hôte. Landra a mis sa tablette dans son sac et s'est assise, son visage sérieux mais gentil. Elle m'a dit qu'elle revenait dans les 72 heures pour une visite de suivi inopinée et qu'elle recommandait une évaluation complète de la sécurité de ce placement. Puis elle m'a demandé directement si je me sentais en danger immédiat. 7 minutes, je voulais crier oui. Je voulais la supplier de m'emmener. Mais je savais en lisant sur CPS en ligne que le danger immédiat signifiait l'enlèvement d'urgence et cela pourrait signifier n'importe où, peut-être quelque part pire qu'ici. Alors, j'ai pris un souffle et lui ai dit que j'avais vraiment peur, mais j'ai pensé que je pourrais réussir si elle revenait comme elle l'avait promis. Elle m'a tendu la main, ce qui m'a surpris parce que je pensais que les travailleurs sociaux n'étaient pas censés faire ça. Elle m'a promis de revenir et m'a dit d'appeler le 911 si quelque chose me rendait dangereuse avant son retour. J'ai hurlé même si je n'étais pas sûr d'appeler la police aiderait quand mes grands-parents avaient toutes ces photos de moi qui avaient l'air violentes et détruisant des biens. Elle s'est levée et a appelé grand-mère et j'ai entendu la clé tourner dans la serrure de l'extérieur avant que grand-mère ouvre la porte. Après le départ de Landra, j'ai appuyé sur le mur mince entre la maison d'hôte et la cuisine. La voix de grand-mère est venue en premier, haute et anxieuse, demandant à grand-père ce que cette fille aurait pu dire. La réponse de grand-père était plus calme, plus difficile à entendre, mais j'ai pris quelque chose au sujet de la maîtrise des dommages. Puis sa voix a changé, a pris froid d'une manière que je n'avais pas entendue auparavant, et il a dit clairement qu'il devait accélérer la chronologie. Mon estomac est tombé, et j'ai attrapé mon téléphone, je me suis évanoui pour commencer un nouvel enregistrement. Grand-mère a dit quelque chose que je ne pouvais pas dire, et grand-père a légèrement élevé sa voix, disant qu'il ne pouvait pas attendre une autre visite de travailleur social. J'ai tenu le téléphone près du mur, pour m'assurer qu'ils prenaient leur voix. Les mots suivants de grand-mère sont passés par le cristal clair, parlant de besoin de preuves visibles d'ici demain matin. Elle a dit que le mot preuve comme elle parlait d'une liste d'épiceries, occasionnelle et pratique. Grand-père est d'accord et a dit quelque chose sur le fait de le rendre convaincant mais pas exagéré. J'ai failli faire tomber le téléphone. Ils ont continué à parler pendant quelques minutes, à discuter du moment et de ce qui serait le plus crédible pour les enquêteurs. Quand ils ont fini par se taire, j'ai arrêté l'enregistrement et j'ai vérifié qu'il avait bien été enregistré. Le dossier était là, estampillé avec la date et l'heure d'aujourd'hui. La porte de la maison d'hôte s'est ouverte peut-être 1 heure plus tard, et les deux sont entrés ensemble. Leur visage avait cette allure déterminée et froide. Grand-père a fermé la porte derrière eux et s'est tenu devant elle comme un garde. Il m'a dit dans cette voix plate que je n'aurais plus de conversation privée avec des travailleurs sociaux ou avec quelqu'un d'autre. J'ai soutenu contre le mur, mon cœur battant, mais j'ai gardé ma main dans ma poche enveloppée autour de mon téléphone avec le bouton d'enregistrement déjà pressé. Grand-mère s'est rapprochée et a dit dans cette voix forte et attentive que les adolescents troublés ne peuvent pas être sûrs de dire la vérité sur leur propre comportement. Elle jouait encore, en disant qu'elle voulait qu'ils soient enregistrés, mais elle ne savait pas que j'enregistrais. Grand-père a ajouté qu'ils étaient responsables de ma sécurité et que cela signifiait superviser toutes mes interactions à partir de maintenant. Je n'ai rien dit,
juste garder mon visage vide et mon enregistrement de téléphone dans ma poche. Grand-mère a sorti son appareil photo et a pris quelques photos de moi debout contre le mur, et j'ai réalisé qu'elle construisait à nouveau son récit, ce qui fait qu'on dirait que j'étais agressif ou défiant. Ils m'ont regardé encore une minute. Puis, grand-père a dit que le dîner serait livré à 6 heures et je ne devais pas passer d'appel téléphonique. Ils sont partis et j'ai entendu le clic du verrou de l'extérieur. Dès qu'ils étaient partis, j'ai sorti mon téléphone et arrêté l'enregistrement. Mes mains se sont secouées en vérifiant le dossier, en s'assurant que leur voix était bien passée. C'était le cas. J'ai saisi mon carnet et j'ai commencé à écrire tout ce qu'ils ont dit alors que c'était frais dans mon esprit, l'ajoutant à ma chronologie avec l'heure exacte. J'ai écrit les mots de grand-père sur plus de conversations privées, la déclaration de grand-mère sur les adolescents troublés et la vérité, leur visage quand ils sont arrivés. Mon écriture m'a rendu plus difficile car mes mains se sont serrées, mais j'ai continué jusqu'à ce que tous les détails soient documentés. Puis j'ai regardé ma veste accrochée à l'arrière du fauteuil. J'avais remarqué hier que la doublure avait une petite déchirure près de l'ourlet inférieur. J'ai attrapé la veste et soigneusement travaillé mes doigts dans la déchirure. L'élargir juste assez pour glisser les pages de chronologie pliées à l'intérieur de la doublure. Je les ai poussés vers l'ourlet inférieur où ils seraient cachés entre le tissu extérieur et la doublure intérieure. Puis j'ai lissé la veste et je l'ai raccrochée pour m'assurer que vous ne pouviez pas voir les papiers de l'extérieur. Ils devraient vraiment ouvrir la doublure pour les trouver. Et je ne pensais pas qu'ils iraient aussi loin lors d'une fouille occasionnelle. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Chaque son m'a fait geler en écoutant les pas qui s'approchaient de la maison d'hôte. La maison s'est installée et a grimpé, et chaque fois que je pensais qu'ils venaient. Vers 2 heures du matin, j'ai entendu leur voix à travers le mur. J'ai pris mon téléphone et commencé à enregistrer, le tenant contre le mur. La voix de grand-père a parlé de la difficulté à frapper, et mon sang est devenu froid. La voix de grand-mère répondit, lui disant de ne pas aller trop loin, qu'elle devait paraître crédible. En fait, ils discutaient de la mécanique de se blesser, de la question de savoir si un œil noir serait plus convaincant qu'une simple ecchymose. Grand-père a parlé d'utiliser le maquillage pour améliorer les marques qu'ils ont faites, et grand-mère a convenu que ce serait intelligent. J'ai tout enregistré, mon téléphone caché sous ma couverture, respirant à peine pour ne rien manquer. Ils ont parlé pendant 10 minutes, en planifiant exactement ce qu'ils feraient et quand. Grand-père voulait le faire ce soir, mais grand-mère a dit qu'il devrait attendre jusqu'à la prochaine visite des travailleurs sociaux pour obtenir une fraîcheur maximale. La façon décontractée dont ils en ont discuté, comme planifier un dîner. Ça m'a rendu malade. Quand ils ont arrêté de parler, j'ai vérifié l'enregistrement. Tout était là. Chaque mot horrible. Le matin est arrivé, mais aucun petit déjeuner n'est apparu. J'ai attendu jusqu'à 9 heures puis 10 heures, en regardant la porte et en écoutant la clé de grand-mère dans la serrure. Rien. Je me suis rendu compte qu'ils changeaient de modèle, me gardant hors de l'équilibre en brisant la routine à laquelle je m'étais habitué. Mon estomac grondait, mais je buvais de l'eau dans l'évier de la salle de bain et j'essayais de ne pas penser à la nourriture. Vers 10h30, la serrure a finalement tourné et grand-mère est arrivée avec un plateau. Elle a dit haut et fort que j'avais l'air très agressif et instable hier avec l'assistante sociale. Sa voix avait encore cette qualité, comme elle parlait à un public invisible. Elle a continué à dire à quel point mon comportement était préoccupant et à quel point ils étaient inquiets à propos de mon état mental. J'ai regardé la nourriture, un sandwich et une pomme et j'ai commencé à manger lentement. Je n'ai pas réagi à ce qu'elle a dit, juste mâché et avalé pendant qu'elle parlait. Elle semblait frustrée que je ne lui donne rien pour travailler avec. Pas de réaction en colère ou d'explosions émotionnelles. Après quelques autres commentaires que j'ai ignorés, elle est partie avec son appareil photo, ayant pris plusieurs photos de moi mangeant en silence. Ma cheville battait mal au milieu de la matinée. Quand je me suis levé pour aller aux toilettes, j'ai dû saisir le mur parce que mettre du poids dessus m'a fait mal à la jambe. Je me suis assis et j'ai roulé ma jambe de pantalon pour la regarder. Toute la cheville était gonflée, plus grande qu'hier, et les ecchymoses s'étaient étendues vers mon veau avec des taches violettes et jaunes. Quand mamie est revenue chercher le plateau, je lui ai demandé si je pouvais voir un médecin. Elle a regardé ma cheville une seconde, puis a dit que j'essayais juste de créer plus de drame et d'attirer l'attention. Je lui ai dit que ça faisait vraiment mal et j'ai pensé que quelque chose pouvait être mal, mais elle a agité sa main et a dit que je serais bien, que j'exagère comme toujours. La façon dont elle a refusé se sentait calculée, délibérée. Je me suis rendu compte qu'il ne voulait pas qu'un professionnel de la santé documente mes blessures,
les vrais de sauter par leurs fenêtres. Ils avaient besoin d'une ardoise propre, donc toutes les marques apparaissant plus tard seraient évidemment nouvelles, évidemment de ma part les attaquants. Si un médecin voyait ma cheville maintenant et l'écrirait, ça gâcherait leur chronologie. Vers midi, j'ai entendu une voiture dans l'allée et la voix de papa dans la maison principale. Mon estomac est tombé et j'ai appuyé sur le mur pour écouter. Il me demandait comment j'allais. Sa voix était décontractée comme s'il vérifiait un animal qu'il regardait. La réponse de grand-mère est venue clairement. Son ton était inquiet et maternel alors qu'elle lui racontait la visite d'hier de la travailleuse sociale. Elle a fait croire que j'avais été suspecte et manipulatrice, demandant l'intimité comme si j'avais quelque chose à cacher. Elle m'a dit que j'avais été agressif avec elle ce matin. J'ai attendu, pressé contre ce mur, respirant à peine pendant que j'écoutais papa me défendre, questionner leur histoire, faire tout ce qui montrait qu'ils se souciaient encore. Mais il a juste demandé s'ils avaient besoin de quoi que ce soit, s'ils pouvaient faire quelque chose pour aider. Grand-mère a dit qu'il l'avait sous contrôle, mais l'a remercié d'être entré. Je l'ai entendu dire qu'il passerait de nouveau demain, puis ses traces se dirigeaient vers la porte d'entrée. Il partait sans même demander de me voir. 10 minutes plus tard, j'entendis des pas sur le chemin de gravier à l'extérieur, et la porte de la maison d'hôte s'ouvrit. Papa était dans la porte mais n'est pas entré. Comme si traverser le seuil le salirait. Il a gardé une main sur le cadre de la porte et m'a regardé avec cette expression prudente que les gens utilisent quand ils suivent un script qu'ils pratiquaient. Il m'a demandé si je me conduisais pour grand-mère et grand-père, sa voix plate et contrôlée. Je me suis assis sur le lit et je l'ai regardé droit, sans briser le contact visuel. Je lui ai demandé s'il leur avait vraiment demandé de faire ça, de me piéger comme il le prévoyait. Son visage a été complètement vide pendant environ 3 secondes, aucune expression du tout, et puis il a dit que nous en parlerions plus tard. C'était essentiellement lui disant oui sans dire vraiment les mots. Il s'est retourné et s'est enfui, tirant la porte fermée derrière lui avec un clic doux. J'ai entendu sa voiture démarrer 1 minute plus tard et partir. Après son départ, la maison d'hôte s'est sentie différente, comme si les murs s'étaient rapprochés pendant que je ne faisais pas attention. Savoir que mon propre père a mis tout cela en place a rendu l'air plus lourd, plus difficile à respirer. Je me suis assis au bord du lit et je me suis fait respirer lentement et profondément. Puis je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la petite salle de bain, rempli un verre d'eau, et j'ai tout bu. J'ai fait 10 pompes par terre, même si ma cheville me faisait mal. J'avais besoin que mon corps reste fort, même si une partie de moi voulait juste m'allonger et abandonner complètement. Mais abandonner était exactement ce qu'ils voulaient de moi. Ils avaient besoin d'une fille brisée qui semblait folle et violente, quelqu'un qui correspondait à leur histoire. Je n'allais pas leur donner cette satisfaction. Je suis retourné au lit et j'ai mangé le reste de la nourriture du déjeuner, mâché chaque bouchée lentement et complètement. Puis j'ai fait 10 autres pompes. En fin d'après-midi, le bruit d'une voiture est tombé dans l'allée. Puis la sonnette sonna. À travers le mur mince, j'ai entendu la voix de grand-mère se tromper et se réjouir en saluant qui était à la porte. J'ai serré l'oreille contre le mur et j'ai pris des morceaux de la conversation. Quelqu'un a mentionné une visite de suivi, et j'ai réalisé que c'était Landra, gardant sa promesse de revenir à l'improviste. Mon cœur a commencé à battre plus vite avec quelque chose qui semblait être de l'espoir. La voix de grand-mère était de plus en plus forte alors qu'elle essayait d'expliquer pourquoi personne ne lui avait parlé de cette visite, pourquoi elle n'était pas à l'horaire. J'ai entendu une autre voix, plus calme et plus basse, disant quelque chose sur les procédures standards. Les marches ont traversé la maison principale, se rapprochant de la maison d'hôte. La porte s'est ouverte et Lisandra est entrée avec un homme qu'elle a présenté comme son superviseur, Cole. Tous deux ont regardé autour de la maison d'hôte comme ils le voyaient pour la première fois, même si Lisandra était déjà venue ici. Cole marcha droit vers les fenêtres et examina les serrures qui n'ouvrirent que 2 pouces. Il a demandé à grand-père, qui était debout dans la porte, pourquoi des serrures extérieures étaient nécessaires si je n'étais pas considéré comme un risque de vol. Grand-père a commencé à expliquer quelque chose sur les préoccupations de sécurité et s'assurer que je ne me suis pas blessé, mais sa voix semblait plus faible que d'habitude. Le fait d'avoir 2 CPS qui posent des questions en même temps semblait le jeter de ses réponses préparées. Cole a pris des photos des serrures de fenêtres avec sa tablette, puis s'est déplacé vers la porte et a photographié le mécanisme qui n'a ouvert que de l'extérieur. Lisandra m'a regardé et a dit qu'elle avait remarqué que j'étais en train de boiter lors de sa première visite. Elle a demandé si je pouvais lui montrer ma cheville. Je me suis assis sur le lit et j'ai roulé ma jambe de pantalon, révélant le gonflement qui s'était aggravé ces derniers jours.
Toute la cheville était gonflée et les ecchymoses avaient étendu mon veau en taches violet foncé et jaune. Cole est venu et a pris plusieurs photos de différents angles, l'appareil photo en cliquant tranquillement. Il m'a demandé quand j'avais reçu des soins médicaux pour la blessure. J'ai expliqué que j'avais demandé à grand-mère 2 fois de voir un médecin, mais elle a dit que j'essayais juste de créer un drame et d'attirer l'attention. Cole et Landra se sont regardés pendant un long moment, une sorte de communication silencieuse passant entre eux. Cole a tapé quelque chose sur sa tablette, et j'ai vu le mot négligence sur l'écran avant qu'il ne me l'angle. Ils m'ont demandé de leur dire ce qui s'est encore passé, mais ils ont formulé les questions différemment de la dernière fois. Ils vérifiaient si mon histoire restait la même ou si j'avais changé de détail. Je leur ai parlé d'entendre grand-mère et grand-père traverser le mur hier soir, en prévoyant d'accélérer leur chronologie. J'ai décrit la visite de papa et comment il a refusé de nier être impliqué quand je lui ai demandé directement. J'ai mentionné la menace de grand-père que je ne serais plus autorisé à parler en privé. Le visage professionnel de Landre s'est cassé une seconde, et j'ai vu la vraie colère éclater. La colère pour moi. Avant de reprendre son expression neutre, elle a dit qu'il prenait cela très au sérieux et documentait tout avec soin. Cole a ajouté plus de notes à sa tablette, ses doigts se déplaçant rapidement sur l'écran. Après leur départ, j'ai entendu des voix élevées dans la maison principale, plus bruyantes qu'auparavant. La porte de la maison d'hôte s'est ouverte et grand-mère a pris l'assaut, son corps entier tremblant de rage. Elle a exigé de savoir quels mensonges je leur ai dit cette fois, quelles histoires j'ai inventées pour la rendre et grand-père a l'air mauvais. Je me suis assis sur le lit et je n'ai rien dit, je l'ai regardé calmement. Mon silence semblait la rendre encore plus en colère. Elle a dit que si je n'arrêtais pas d'inventer des histoires, elle enlèverait mes privilèges de salle de bain et je pourrais utiliser un seau à la place. Grand-père est apparu derrière elle dans la porte et a mis sa main sur son épaule. Il lui a dit d'une voix serrée et contrôlée qu'il devait être prudent maintenant parce que CPS les regardait probablement de plus près. Grand-mère a pris une profonde inspiration et est partie sans autre mot, mais je pouvais entendre ses traces en colère jusqu'à la maison principale. Le lendemain matin, je me suis réveillé en silence au lieu de la clé de grand-mère dans la serrure. J'ai attendu 1 heure, me demandant s'ils allaient apporter de la nourriture. Finalement, j'ai entendu quelque chose glisser sur le sol près de la porte. Je me suis levé et j'ai trouvé une assiette en papier avec des toasts et une banane à pousser dans l'espace en bas de la porte. Ils évitaient le contact frontal maintenant, probablement sur les conseils d'un avocat qui leur a dit de minimiser l'interaction. L'isolement se sentait comme une autre sorte de punition, une autre façon de me faire sentir petit et impuissant. J'ai mangé la nourriture mécaniquement, mâchant sans rien goûter. Puis j'ai sorti ma chronologie manuscrite et ajouté ce nouveau détail, en notant comment leur comportement a continué à changer en réponse à l'examen CPS. Chaque changement qu'ils ont fait était plus une preuve de leur culpabilité. Vers midi, j'ai entendu un véhicule sortir, différent de la voiture des grands-parents. Des voix masculines ont dérivé par la fenêtre. Alors le ton en colère de grand-père disant quelque chose de ne pas pouvoir marcher autour de la propriété sans permission. Une voix masculine plus calme a répondu par des mots comme l'enquête sur la sécurité des enfants et l'autorité légale. J'ai réalisé que CPS faisait une sorte d'inspection de toute la propriété, pas seulement la maison d'hôte. J'ai pressé mon visage contre l'écart de 2 pouces dans la fenêtre en essayant de voir ce qui se passait dans la cour. Je pouvais voir Cole marcher autour du périmètre de la maison d'hôte, prendre des photos des serrures extérieures et la fenêtre que j'avais cassée. Lisandra était avec lui pointant les choses et faisant des notes sur sa tablette. La porte de la maison d'hôte s'est ouverte et les deux sont entrés. Leurs visages sont sérieux d'une manière qui a fait basculer mon estomac. Reste demandé et sur Spotify maintenant. Consultez le lien dans la description ou les commentaires. Cole m'a regardé directement et a dit qu'ils appliquaient des modifications immédiates de sécurité à ce placement. Il a expliqué que la porte devait pouvoir s'ouvrir de l'intérieur pour que je puisse sortir en urgence. Les fenêtres devaient être entièrement fonctionnelles, pas verrouillées pour ouvrir seulement 2 pouces, et j'ai dû avoir accès à un téléphone de travail pour les urgences. Grand-père a commencé à s'opposer de la porte en disant quelque chose sur les protocoles de sécurité, mais Cole l'a coupé avec un tas de langage légal sur les exigences de conformité et les conditions obligatoires pour le placement continu. Un serrurier arriverait dans l'heure pour faire les changements. Le visage de grand-père est devenu rouge, mais il ne s'est plus disputé, il s'est retourné et est retourné à la maison principale avec des mouvements raides et en colère. Le serrurier est arrivé environ 40 minutes plus tard avec une grande boîte à outils et a commencé à travailler sur la porte tout de suite. Grand-père se tenait dans la porte en regardant chaque mouvement, sa mâchoire serrée et ses mains serrées sur ses côtés.
Le serrurier a foré l'ancien mécanisme de verrouillage et en a installé un nouveau avec une poignée qui fonctionnait des deux côtés. Je suis resté là à regarder aussi, ne pas croire que c'était vraiment arrivé. Le serrurier l'a testé quelques fois, me montrant comment tourner la poignée de l'intérieur pour l'ouvrir. Puis il s'est déplacé vers les fenêtres et a enlevé tous les verrous de sécurité pour enfants un par un, les laissant tomber dans un sac en plastique. Chaque fenêtre s'ouvre maintenant tout au lieu de seulement 2 pouces. Le serrurier m'a demandé si je voulais les tester, et je l'ai fait, en poussant chacun jusqu'à ce qu'il aille. L'air frais est entré et je pourrais vraiment passer par l'ouverture si j'en avais besoin. Grand-père a fait un bruit dans sa gorge, mais n'a rien dit. Je l'ai regardé comme s'il voulait casser quelque chose. Le serrurier a emballé ses outils et est parti, et grand-père est sorti juste derrière lui sans me regarder. Landra est revenue avec un petit téléphone dans un étui en plastique transparent. Elle me l'a remis et m'a expliqué que c'était pour les urgences seulement, qu'il vérifierait les dossiers d'utilisation. Son numéro direct était déjà programmé avec le 911 et la principale ligne CPS. J'ai retourné le téléphone entre mes mains, pas vraiment croire que je retenais un téléphone de travail. Grand-mère est apparue dans la porte, les bras croisés sur sa poitrine. Pour une fois, elle n'avait pas la caméra autour du cou. Son visage avait l'air pincé et en colère, comme si elle retenait des mots qu'elle voulait dire. Lisandra m'a dit de garder le téléphone chargé et avec moi en tout temps. Elle a dit que si quelque chose arrivait, quelque chose qui me faisait me sentir dangereuse, je devrais appeler immédiatement. J'ai hurlé et glissé le téléphone dans ma poche. Après leur départ, je me suis assise sur le lit pendant longtemps, en regardant la poignée de porte que je pouvais maintenant m'ouvrir. Le changement se sentait énorme, même si ce n'était qu'un morceau de métal. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la porte, j'ai tourné la poignée, je l'ai tiré, fermé, je l'ai encore ouvert. Je l'ai fait 10 fois, pour me prouver que je pouvais. Puis je suis allé à chaque fenêtre et je les ai ouverts jusqu'au bout, j'ai sorti la tête et je les ai refermés. Le changement psychologique était énorme. Je n'étais plus complètement piégé. Cette nuit-là, je n'arrêtais pas de tester la serrure. Je m'allongerais au lit pendant un moment, puis je me levais et j'ouvrais la porte, je regardais la cour sombre, je la refermais encore. Vers minuit, j'ai sorti le téléphone d'urgence et j'ai appelé le numéro de Landra pour l'entendre sonner. Il a sonné 2 fois et j'ai raccroché avant qu'elle puisse répondre. J'avais juste besoin de savoir que ça marchait, que je pouvais joindre quelqu'un si j'en avais besoin. Les petites victoires se sont révélées énormes après des jours d'impuissance totale. Je me suis finalement endormi avec le téléphone sous mon oreiller et la porte déverrouillée de l'intérieur. Le lendemain, papa est arrivé sans appeler. J'ai entendu sa voiture dans l'allée, puis ses traces sur le chemin de la maison d'hôte. Il a frappé, ce qui était nouveau, et a demandé s'il pouvait entrer. Son visage avait l'air attiré et fatigué, comme s'il ne dormait pas bien. Je suis revenu et il est entré, fermant la porte derrière lui. Il s'assit sur la chaise du bureau, et je restais debout près du lit. Il a regardé ses mains 1 minute avant de parler. Sa voix est venue à plat quand il a finalement dit qu'il était désolé que les choses soient tombées de main. Mais il avait besoin de preuves de la violence génétique de maman pour l'affaire de garde. Les mots sont restés entre nous. Je lui ai demandé s'il croyait que j'étais violent ou s'il m'utilisait. Il ne voulait toujours pas me regarder quand il a répondu. Il a dit que peu importe ce qu'il croyait. C'était important ce qu'il pouvait prouver. Quelque chose de froid dans ma poitrine l'entendait dire ça. J'ai sorti mon téléphone et lui ai dit que je l'avais enregistré en refusant de nier son implication. Sa tête s'est cassée et ses yeux ont été grands. Il m'a demandé si j'avais donné l'enregistrement à CPS. Je l'ai regardé et je n'ai pas répondu, le laissant s'asseoir là à se demander. Il se leva vite et marcha jusqu'à la porte. Il est parti sans rien dire d'autre. Je n'ai même pas regardé en arrière. Je l'ai regardé partir et j'ai senti une rupture entre nous. Quelle que soit la relation que nous avions disparu. Il ne restait plus qu'à comprendre clairement qu'il me voyait comme un outil plutôt que comme sa fille. Au cours des prochains jours, les grands-parents ont complètement changé d'approche. Les repas ont commencé à apparaître tard ou pas du tout. J'attendais le petit déjeuner et rien ne venait jusqu'à presque midi. La salle de bain était à court de produits de nettoyage. Et quand j'ai demandé plus à grand-mère, elle a dit qu'elle y arriverait éventuellement. Elle ne l'a pas fait. La nuit, je les ai entendus faire du bruit devant mes fenêtres pendant les heures où j'ai essayé de dormir. Parler fort, déplacer des choses, n'importe quoi pour me garder éveillé. J'ai écrit chaque incident dans ma chronologie avec des dates et des heures.
Quand Landra est venue pour son prochain check-in, je lui ai montré le modèle. Elle a pris des photos de mes notes et a fait ses propres disques. Elle a expliqué que prouver le harcèlement était plus difficile que prouver un danger physique, mais qu'elle documentait tout. Quelques jours plus tard, j'ai entendu le camion de courrier dehors. D'habitude, grand-mère a reçu le courrier, mais cette fois elle a pris plus de temps que la normale. Quand elle est arrivée à la maison d'hôte, elle avait une enveloppe dans la main et son visage était serré. Elle me l'a donnée sans rien dire. L'enveloppe était déjà ouverte même si elle portait mon nom dessus. À l'intérieur se trouvait une lettre sur papier officielle de quelque chose appelé aide juridique. Il a présenté un avocat nommé Jima Castro qui a offert une aide juridique gratuite aux mineurs en situation de détention. Il y avait un numéro de téléphone et des instructions pour appeler à la collecte si nécessaire. Je l'ai lu 2 fois pour m'assurer de comprendre. Ma lettre désespérée à l'aide juridique avait effectivement atteint quelqu'un. Grand-mère me regardait lire, les bras croisés. J'ai plié la lettre et l'ai remise dans l'enveloppe sans rien dire. Après son départ, j'ai sorti le téléphone d'urgence avec les mains tremblantes. J'ai composé le numéro de la lettre et une femme a répondu sur la deuxième bague. J'ai commencé à parler rapidement, expliquant ma situation avant que quelqu'un puisse m'arrêter. Je lui ai parlé du plan des grands-parents, des serrures, de l'implication de papa, de tout. Elle écoutait sans interrompre, faisant juste de petits bruits pour montrer qu'elle était encore là. Puis elle a posé des questions précises sur la participation du CPS, sur le rôle de papa, sur ce que les grands-parents avaient fait. Sa voix est restée calme et professionnelle tout le temps. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Ima et qu'elle allait contacter Lisandre pour coordonner. Elle a dit que j'avais bien fait d'appeler. 2 jours plus tard, Lisandre m'a emmené au bureau du CPS. Jaméa était déjà dans une salle de conférence avec Cole. Jaméa avait l'air plus jeune qu'elle n'avait l'air au téléphone, peut-être dans la trentaine, avec des cheveux foncés tirés en arrière et une expression sérieuse. Elle m'a serré la main et m'a dit de m'asseoir. Puis elle a commencé à expliquer mes droits en tant que mineur en garde à vue. Elle a utilisé des mots que je devais penser à comprendre, en parlant de déposer des plaintes contre les grands-parents, en demandant un placement différent avec d'autres membres de la famille, en demandant une audience officielle. Chaque option comportait des risques et des échéanciers. Certaines choses pourraient prendre des semaines, d'autres des mois. Je me sentais débordé par la complexité de tout, comment tous ces systèmes semblaient conçus pour les adultes qui comprenaient la langue légale. Jaméa a dû voir mon visage parce qu'elle a ralenti et a commencé à utiliser des mots plus simples. Cole a pris des notes sur sa tablette tandis que Landra a ajouté des détails sur les modifications à la sécurité et le harcèlement documenté. Puis Jima a posé des questions sur l'affaire de ma mère. J'ai expliqué ce que je savais. Maman avait été accusée d'avoir attaqué 3 personnes. Les preuves semblaient solides selon papa. Le juge avait tout vu et l'avait toujours condamné. Jiméa a fait des notes pendant que je parlais et a ensuite dit qu'elle allait enquêter sur le lien entre l'affaire de maman et ma situation. Elle a dit que parfois les preuves ne sont pas aussi claires qu'il semble. La possibilité qu'il y ait plus à l'histoire de maman que ce qu'on m'a dit m'a ouvert quelque chose dans l'esprit. Une fissure dans le récit que j'avais accepté comme vrai. Et si papa avait menti sur maman de la même façon qu'il mentait sur moi? Lisandre m'a ramené chez les grands-parents après la rencontre avec Jima. La voiture était trop courte. Grand-mère se tenait sur le porche quand on s'est tiré, les bras croisés sur sa poitrine. Elle a regardé Landra m'accompagner à la porte sans rien dire. À l'intérieur, l'air était épais et mauvais. Grand-père était assis à la table de la cuisine en train de lire le journal, mais ses yeux me suivaient quand je passais à la maison d'hôte. J'ai testé la serrure de l'intérieur 3 fois cette première heure en arrière, l'ouvrant et la fermant pour prouver que je pouvais. Le téléphone d'urgence était assis sur le bureau où je pouvais le voir. Ces petites choses comptent maintenant. Liberté d'ouvrir une porte. Capacité d'appeler. Grand-père est venu à la maison d'hôte ce soir-là avec le dîner sur un plateau. Il s'est assis et m'a regardé pendant une longue minute. Puis il a commencé à parler de loyauté familiale et de combien les enfants ingrats brisent le cœur de leurs grands-parents. Sa voix resta calme, mais ses paroles se sentaient comme des menaces enveloppées de déception. Je n'ai pas répondu, je me suis assis sur le lit et j'ai attendu qu'il parte. Après son retour à la maison principale, j'ai mangé la nourriture lentement et je l'ai soigneusement vérifiée d'abord. Puis j'ai encore ouvert la porte parce que je pouvais. Lisandra a appelé 2 jours plus tard alors que j'étais dans la maison d'hôte. Elle a expliqué qu'il préparait une évaluation officielle de l'innocuité pour la semaine suivante. Il comprendrait des entretiens avec toutes les personnes concernées et un rapport écrit au tribunal de la famille.
Elle a dit que c'était une étape critique vers l'amélioration de mes conditions ici ou la justification d'un autre placement. Sa voix semblait professionnelle et mesurée. J'ai demandé ce que signifiait le placement alternatif et elle a dit que peut-être d'autres membres de la famille ou de la famille d'accueil dépendaient de ce que l'évaluation montrait. Après avoir raccroché, j'ai marqué la date d'un calendrier que j'avais commencé à garder. 7 jours à attendre. Le temps s'étendait étrangement et lentement. Chaque matin, je me suis réveillé et j'ai vécu un autre jour avec des gens qui voulaient me détruire. Grand-mère a apporté des repas à des moments irréguliers. Parfois tôt, parfois tard. Grand-père a fait des commentaires sur les adolescents troublés et la déception de la famille quand il m'a vu. J'ai gardé mon visage vide et ma bouche fermée. La nuit, je me couche au lit, en comptant les jours jusqu'au bilan. La tante avait l'impression de retenir mon souffle sous l'eau, sachant que je devais finir par faire surface, mais je ne savais pas s'il y aurait de l'air quand je l'ai fait. 3 jours avant l'évaluation, ma cheville a cogné pire que jamais. L'enflure n'était pas descendue et la marche a fait une douleur aiguë dans ma jambe. Je suis allé à la salle de bain de la maison principale ce matin-là et j'ai attrapé grand-mère qui me regardait de la cuisine. J'ai demandé si je pouvais voir un médecin pour ma cheville. Elle m'a regardé pendant un long moment, puis a dit que j'exagère pour l'attention, comme ma mère le faisait auparavant. Elle est revenue à laver la vaisselle. Je suis retourné à la maison d'amis et je me suis assis sur le lit en regardant le téléphone d'urgence. Puis, je l'ai ramassé et appelé le numéro direct de Lisandra. Elle a répondu sur la 3e bague. J'ai expliqué à propos de ma cheville, comment c'est arrivé quand j'ai sauté dans la cour de Henderson, comment ça faisait encore mal, et grand-mère refusait de me laisser voir un médecin. Landra a posé des questions précises sur l'enflure et le niveau de douleur. Puis elle a dit qu'elle serait là dans les 2 heures, et j'allais m'occuper d'urgence aujourd'hui, que les grands-parents soient d'accord ou non. Elle est arrivée exactement 90 minutes plus tard avec des documents autorisant un traitement médical. Grand-mère ouvrit la porte d'entrée pour être surprise et en colère. Lisandra lui a dit d'une voix ferme que refuser les soins médicaux à un mineur était une négligence, et j'étais pris en charge immédiatement. Le visage de grand-mère s'est serré, mais elle a pris son sac et ses clés de voiture sans se disputer. La clinique de soins urgents sentait l'antiseptique et avait des lumières fluorescentes qui bourdonnaient. Un médecin assistant m'a rappelé après 20 minutes dans la salle d'attente. Elle avait peut-être 40 ans avec des yeux fatigués et des mains douces. Elle a examiné ma cheville attentivement, appuyant sur différents points et me demandant de la déplacer de certaines façons. Chaque touche m'a fait mal. Puis elle a commencé à poser des questions détaillées sur la façon dont la blessure s'est produite et pourquoi je n'ai pas reçu de traitement tout de suite. J'ai expliqué toute la situation pendant qu'elle tapait des notes dans son ordinateur. Pour sauter par la fenêtre pour s'échapper, pour mes grands-parents qui refusent de m'emmener chez un médecin, pour tout ce qui a mené à ce moment. Elle écoutait sans interrompre et continuait à taper. Puis elle a pris des photos de ma cheville sous différents angles avec une caméra médicale. Elle a photographié les ecchymoses et les gonflements et documenté l'étendue du mouvement. Elle m'a demandé de décrire le déni de soins médicaux dans mes propres mots et dactylographier ma déclaration mot à mot. Quand elle a fini, elle m'a regardé dans les yeux et a dit qu'elle était une journaliste obligatoire. Cela signifiait qu'elle devait déposer un rapport au CPS sur la négligence médicale. Elle a dit qu'elle était désolée que j'ai passé par là, mais le rapport serait déposé aujourd'hui. L'AP a confirmé qu'il s'agissait d'une mauvaise entorse qui aurait dû être traitée il y a quelques jours quand elle s'est produite. Elle a dit que le retard rendait le processus de guérison plus long et plus compliqué. Elle m'a équipé d'un bracelet qui m'a enveloppé autour de la cheville et de la jambe avec des sangles velcro. Puis elle m'a donné des médicaments anti-inflammatoires et a imprimé des instructions pour les soins appropriés. Ice pack 3 fois par jour, élévation si possible. L'accessoire reste allumé sauf pour la douche. Elle m'a remis les papiers et a mis sa main sur mon épaule. Elle m'a demandé si je me sentais en sécurité chez moi. La question est restée en l'air entre nous. Je lui ai dit honnêtement que je ne savais pas que j'avais une travailleuse et des gens qui regardaient, mais je vivais toujours avec mes grands-parents et ils étaient en colère pour la surveillance. Elle m'a serré la main et a dit que le rapport serait déposé aujourd'hui, qu'il ajouterait une autre pièce de documentation à mon dossier, que chaque rapport comptait et a aidé à construire l'image complète. Sa main se sentait chaude et je voulais pleurer mais pas. Grand-mère m'a ramené à la maison en plein silence. Ses mains serrent le volant serré et sa mâchoire serrée. On est entré dans l'allée et elle est sortie sans me regarder. Je l'ai suivie à l'intérieur, je l'ai moins aspirée maintenant avec l'accoudoir qui soutient ma cheville. Grand-mère est allée directement au téléphone de la cuisine et a composé.
J'ai entendu la réponse vocale de papa et puis grand-mère a commencé à parler rapidement et en colère à propos de CPS Outreach et de ma manipulation des professionnels de la santé. Je suis allé à la maison d'hôte, mais le mur était assez mince pour tout entendre. Grand-mère m'a décrit comme un menteur pathologique qui avait tous dupé. Elle a dit que j'étais dangereux et manipulateur comme ma mère. Que j'avais appris à jouer la victime et à tourner les gens contre ma propre famille. La voix de papa a répondu, mais je ne pouvais pas dire ces mots. La moitié de la conversation de grand-mère me fait passer pour le méchant de cette histoire. L'ironie m'a frappé fort. Elle me traitait de menteur alors qu'elle prévoyait activement de me piéger pour violences que je n'ai pas commises. Elle me décrivait comme manipulatrice alors qu'elle et grand-père avaient orchestré toute cette situation. Si ce n'était pas si effrayant, ça aurait été drôle. Mais surtout, c'était terrifiant de savoir qu'elle croyait à ses propres mensonges ou du moins qu'elle pouvait les vendre de manière convaincante pour que d'autres puissent les croire aussi. Ce soir-là, après le dîner, j'ai tout répandu sur le lit. Le téléphone d'urgence avec toutes les conversations enregistrées dans l'application de mémo vocal. La chronologie manuscrite que j'avais gardée avec les dates, les heures et les détails de tout ce qui s'est passé depuis mon arrivée. La paperasse des soins urgents avec la documentation de la paix et la déclaration obligatoire du journaliste. Les photos de mon téléphone montrant les serrures de la fenêtre avant qu'elle ne soit changée et la serrure de la porte externe qui m'emprisonnait à l'intérieur. La carte de visite de Jaméa avec son numéro direct et l'adresse du bureau d'aide juridique. J'ai tout rassemblé et plié 2 morceaux de papier portable pour créer un dossier simple. Je l'ai marqué avec la date d'aujourd'hui en écriture claire. Puis j'ai glissé tous les documents à l'intérieur et j'ai jeté le dossier dans la doublure de ma veste où j'avais caché mes autres papiers. La veste est accrochée dans le petit placard. Si quelque chose m'arrivait, si les grands-parents réussissaient à me faire paraître violent ou fou, si je disparaissais dans des soins psychiatriques comme ils le voulaient, il y aurait un record. Quelqu'un finirait par le trouver. L'épreuve dirait la vérité même si je ne pouvais pas. La veille de l'évaluation, je me suis couché au lit en essayant de dormir, mais mon cerveau ne s'arrêtait pas. J'ai continué à parcourir ce que je devais dire et comment le dire calmement. Comment présenter les faits sans sembler émotionnel ou instable. Comment leur montrer que j'étais crédible et que mes grands-parents étaient les plus dangereux. Vers minuit, j'ai entendu des voix dans la cuisine. La voix de grand-père est passée par le mur en premier, insistant sur le fait qu'il devait montrer des preuves avant l'évaluation, qu'il ne pouvait pas parler de ma violence. Ils avaient besoin de quelque chose de visuel. La voix de grand-mère a répondu, mais elle semblait incertaine pour la première fois depuis mon arrivée. Elle a dit qu'elle était inquiète d'aller trop loin avec tant de contrôle sur eux maintenant. Que le CPS regardait tout et qu'un mauvais mouvement pouvait se retourner. Grand-père a soutenu que sans preuve, l'évaluation irait en ma faveur et qu'il perdrait complètement le contrôle du récit. J'ai pris le téléphone d'urgence et commencé à enregistrer, le tenant près du mur pour capturer leur voix. Ils ont discuté de la question de savoir s'il fallait procéder à leur plan initial, de l'ampleur du préjudice qu'il y aurait lieu de croire, de la date à laquelle il s'agirait, de sorte que les notes seraient fraîches pour l'évaluation. J'ai enregistré chaque mot, ma main tremblant mais en gardant le téléphone stable contre le mur. La conversation a duré près de 15 minutes avant qu'il ne se couche. J'ai enregistré l'enregistrement avec la date et l'heure et je l'ai ajouté à mon dossier de preuves. Le matin est venu trop vite et trop lentement en même temps. J'ai entendu des voitures dans l'allée autour de 9. La voix de Landra à la porte d'entrée, puis la voix de Cole plus profonde, puis une femme que je n'ai pas reconnue. La porte de la maison d'hôte s'est ouverte et Landra est arrivée en premier, suivie par Cole et une autre femme qu'elle a présentée comme psychologue pour enfants. Le psychologue avait l'air de 50 avec des cheveux gris tirés en arrière et de beaux yeux derrière des lunettes rebordées de fil. Ils ont demandé s'ils pouvaient s'asseoir et m'interviewer ici dans la maison d'hôte. J'ai dit oui et je me suis assis sur le lit pendant qu'ils prenaient la chaise de bureau et les chaises pliantes grand-mère avait apportées. Landra m'a demandé de parcourir toute la chronologie depuis mon arrivée chez mes grands-parents jusqu'à maintenant pour leur dire tout dans mes propres mots. J'ai commencé à parler et je ne me suis pas arrêté pendant presque 30 minutes. Je leur ai parlé d'entendre le plan la première nuit sur le téléphone et le Wi-Fi handicapé et les serrures qui n'ont ouvert que de l'extérieur. À propos de grand-père qui m'a coincé et m'a dit que je devais lui donner des blessures, à propos de briser la fenêtre et de courir vers les Henderson et d'être ramené, à propos de l'implication de papa et de son admission qu'il avait besoin de preuves contre maman. J'ai parlé régulièrement sans pleurer et j'ai sorti mon dossier de preuves quand j'ai atteint les parties sur la documentation. Je leur ai montré ma chronologie manuscrite avec des dates et des heures. Je leur ai montré la documentation sur les soins urgents et la déclaration obligatoire de la paix.
Puis j'ai joué les enregistrements audio, d'abord celui de la première nuit où ils avaient prévu de fabriquer des bleus. Puis celui d'hier soir, lorsqu'ils ont débattu de la question de savoir s'il fallait procéder malgré l'examen. Les 3 professionnels ont écouté sans interruption. Landra et Cole ont pris des notes sur leur tablette. Le psychologue vient de me regarder avec ses beaux yeux et m'a hurlé de temps en temps. Quand j'ai fini, la psychologue s'est légèrement penchée vers l'avant et m'a demandé si elle pouvait me poser quelques questions. Sa voix était douce mais pas condescendante. Elle m'a interrogé sur mon état émotionnel en ce moment, sur ma relation avec mes parents, sur ma compréhension de ce qui se passait et pourquoi. J'ai pris un souffle et essayé d'organiser mes pensées. Je lui ai dit que j'avais peur mais j'essayais de rester concentré sur tout documenter et me garder en sécurité. Que je n'avais plus confiance en papa après avoir appris qu'il faisait partie de ce plan. Que ma mère m'a manqué, même si je ne savais pas si les choses qu'on disait sur elle étaient vraies ou si papa avait menti sur elle de la même façon qu'il mentait sur moi. Le psychologue a hissé et a fait des notes sur une plaque légale avec un stylo. Son expression est restée compatissante mais professionnelle. Elle a posé quelques autres questions sur mon sommeil et ma nourriture et si j'avais eu des pensées de me blesser ou d'autres. J'ai répondu honnêtement. Le sommeil était mauvais. Manger était mécanique. Et non, je n'avais jamais pensé à blesser personne. Je voulais juste être en sécurité et loin d'ici. Le psychologue a tout écrit et m'a remercié d'être si ouvert et clair dans mes réponses. Les 3 ont rassemblé leurs tablettes et dossiers et se sont levés ensemble. Lisandra m'a fait un petit signe avant de quitter la maison d'hôte, et j'ai entendu leurs pas traverser la cour vers la maison principale. La porte d'entrée s'ouvrait et se refermait, et la voix de grand-mère commençait assez fort pour que je l'entende à travers les murs, même avec ma porte encore ouverte. Je me suis assis au bord de mon lit et j'ai écouté. Mes mains ont appuyé à plat sur mes genoux pour les empêcher de trembler. Grand-mère a expliqué quelque chose dans ce faux ton inquiet qu'elle a utilisé quand elle voulait que les gens se sentent désolés pour elle. Sa voix s'élevait toujours plus haut, devenant plus défensive à mesure que les professionnels posaient des questions. J'ai attrapé des mots comme des épisodes difficiles et comme sa mère. La voix de grand-père est venue ensuite, plus calme et plus contrôlée, mais je pouvais entendre le bord en dessous quand il parlait des préoccupations de sécurité et des précautions nécessaires. La voix de Cole a traversé les deux, demandant quelque chose de direct sur les serrures externes et pourquoi elles ont été installées avant même que je n'arrive. La conversation se poursuit, les voix se chevauchent et s'interrompent. J'ai entendu Landra mentionner les enregistrements que j'avais joués pour eux, et la voix de grand-mère est devenue vive et en colère. Elle a dit quelque chose à propos de la vie privée et de la confiance que je ne pouvais pas distinguer pleinement. La psychologue a posé une question dans sa voix calme et professionnelle, et grand-père a trébuché sur sa réponse d'une manière qui a montré clairement qu'il était pris au dépourvu. Plus d'1 heure s'est écoulée pendant que je les écoutais essayer d'expliquer tout ce que j'avais documenté. Ma cheville s'est battue dans l'accessoire par des soins urgents, et j'ai déplacé mon poids pour enlever la pression. Enfin, j'ai entendu des chaises se gratter et des pas se diriger vers la porte d'entrée. Les professionnels sont sortis de la maison principale et ont traversé la cour. Lisandra a frappé sur ma porte même si elle était encore ouverte, et les 2 autres sont restés près de la maison principale. Elle est entrée et a fermé la porte de côté derrière elle, nous donnant un peu d'intimité. Son visage semblait fatigué mais déterminé, et elle s'assit à nouveau sur la chaise de bureau. Elle m'a dit qu'il recommandait une surveillance accrue de mon placement ici avec des check-ins hebdomadaires. Du CPS pour surveiller de près la situation. J'ai perdu l'estomac parce que j'espérais qu'elle dirait que je pouvais partir maintenant, qu'il me déplaçait dans un endroit sûr immédiatement. Elle a dû le voir dans mon visage parce qu'elle s'est légèrement penchée vers l'avant et a expliqué que le système ne fonctionne pas de cette façon. Ils ont besoin de modèles documentés au fil du temps, pas seulement ma parole contre le mot de mes grands-parents, même avec les enregistrements. Elle a dit qu'ils construisaient une affaire, mais il faut des semaines ou des mois pour réunir suffisamment de preuves pour qu'un juge ordonne le renvoi. J'ai demandé si cela signifiait que je devais rester ici avec eux, et elle a hurlé, mais a promis qu'ils surveilleraient de près maintenant. Elle m'a dit de continuer à tout documenter, de l'appeler immédiatement si quelque chose s'est intensifié, et de me concentrer sur la sécurité pendant qu'ils construisaient l'affaire. Les mots se sentaient lourds, comme on m'a demandé de survivre dans un piège, tandis que les gens de l'extérieur travaillaient lentement pour l'ouvrir. Elle m'a serré l'épaule avant de partir et m'a rappelé que j'avais le téléphone d'urgence maintenant. Je peux appeler n'importe quand. Après qu'il se soit enfui, la maison est devenue calme d'une manière qui semblait dangereuse. Grand-mère et grand-père ne sont pas venus à la maison d'hôte ce soir-là. Aucun dîner n'est apparu sur un plateau.
J'ai mangé des barres de granola de la cachette que je me cachais dans ma veste et bu de l'eau du robinet de la salle de bain. Le lendemain matin, grand-mère a laissé une assiette de toast devant ma porte sans frapper ni entrer. J'ai ouvert la porte après avoir entendu ses pas battre en retraite et apporter la nourriture à l'intérieur, la vérifiant soigneusement avant de manger. Le silence a continué pendant des jours. Ils m'ont à peine regardé quand nos chemins se sont croisés dans la cour. Les repas sont apparus à des moments bizarres, parfois tôt le matin, parfois tard l'après-midi, jamais à un horaire que je pouvais prévoir. Ils voulaient ne pas être seuls avec moi, probablement parce qu'ils savaient que j'enregistre tout maintenant. La maison ressemblait à une zone de guerre où personne ne tirait, mais tout le monde était armé. J'ai gardé mon téléphone dans ma poche constamment, prêt à enregistrer toute conversation. J'ai mis à jour ma chronologie tous les soirs avec des notes sur les repas irréguliers et la façon dont ils m'ont évité. L'attente s'étendait, chaque jour se fondant dans le suivant. Je suis allé aux toilettes, j'ai mangé n'importe quelle nourriture qui apparaissait, et j'ai essayé de dormir pendant les nuits quand leurs voix ont dérivé à travers le mur, en discutant de leurs mouvements suivants dans des tons prudents et silencieux. Je ne pouvais pas m'embrasser. Une semaine dans cette impasse tendue, mon téléphone d'urgence a sonné. Le numéro de Jima était sur l'écran. J'ai répondu rapidement et elle m'a dit qu'elle avait déposé une demande d'audience pour revoir mon placement prévu dans 2 semaines. Elle a expliqué qu'elle s'intéressait aussi à l'affaire criminelle de maman parce que quelque chose à ce sujet ne s'additionnait pas. Elle avait trouvé des incohérences dans la présentation des preuves. Des choses qui ne correspondaient pas aux rapports officiels. Elle m'a dit de ne pas avoir trop d'espoir parce que les affaires judiciaires prennent du temps à se défaire. Mais elle voulait que je sache qu'il pourrait y avoir plus à l'histoire que papa ne m'avait dit. La possibilité que maman n'était pas le criminel violent que tout le monde prétendait m'a fait tourner la tête. Tout ce que j'avais cru sur la raison de ma présence ici, pourquoi papa m'a laissé avec ses parents, pourquoi maman était en prison, tout ça pourrait être construit sur des mensonges. Ima a dit qu'elle me rappellerait avant l'audience avec plus d'informations. Après avoir raccroché, je me suis assis sur mon lit, regardant le mur, essayant de réorganiser tout ce que je pensais savoir. Si maman n'était pas dangereuse, papa avait menti sur elle de la même façon qu'il mentait sur moi. La pensée m'a rendu malade et soulagé en même temps. Les jours passèrent jusqu'à ce que Lisandra revienne sans avertissement. Elle a frappé à la porte de la maison d'hôte et est venue avec des nouvelles qui ont fait battre mon cœur. Le tribunal avait ordonné des séances de thérapie familiale, a-t-elle dit, impliquant papa et moi avec un thérapeute agréé qui supervisait tout. Papa devrait participer s'il voulait garder des droits de garde. Elle a demandé si j'étais prête à y aller, et je lui ai dit oui, mais seulement si Ima pouvait être là pour la première session. Je ne faisais pas confiance à papa ou à un thérapeute qu'il pourrait manipuler. Landre a accepté immédiatement et a sorti son téléphone pour commencer à coordonner les horaires. Elle a dit qu'elle s'assurerait que Ima était présente comme mon avocat et qu'il trouverait un thérapeute neutre spécialisé dans les conflits familiaux. Nous l'avons préparé pour la semaine suivante. Après le départ de Landra, j'ai senti quelque chose en moi. C'était la première fois que je voyais papa depuis qu'il était dans ma porte et a admis qu'il m'utilisait comme arme contre maman. L'idée de m'asseoir dans une pièce avec lui m'a fait serrer les mains, mais je voulais aussi qu'il fasse face à ce qu'il avait fait. Le bureau de thérapie était dans un bâtiment ennuyeux avec des murs beiges et des affiches de motivation sur la croissance et la guérison. Jima m'a rencontré dans le parking et est entré avec moi, sa main sur mon épaule d'une manière qui me semblait protectrice. La thérapeute s'est présentée comme le docteur Reyes, une femme aux yeux aimables et une voix calme qui m'a rappelé le psychologue de l'évaluation. Elle nous avait tous assis dans un cercle, moi et papa en face l'un de l'autre avec le docteur. Reyes entre nous et Jamea, assis légèrement derrière moi dans le coin. Papa avait l'air terrible, son visage était tiré et ses yeux évitaient les miens. Le docteur Reyes a expliqué les règles de base et nous a ensuite demandé de décrire notre point de vue sur ce qui s'était passé. Elle m'a regardé d'abord. J'ai pris un souffle et j'ai commencé à parler, à exposer les faits dans l'ordre sans laisser l'émotion s'écouler dans ma voix. Je lui ai parlé d'arriver chez les grands-parents et d'entendre leur plan ce soir-là, au sujet du téléphone handicapé et des serrures et grand-père qui m'entourent, de courir vers les voisins et d'être ramené, de l'implication de papa et de son refus de le nier quand je lui ai demandé directement. J'ai regardé le visage de papa pendant que je parlais, et il s'est effondré lentement comme quelque chose de cassé de l'intérieur. Quand je suis arrivé à la partie au sujet de lui qui a besoin de moi pour regarder violent sur le papier pour son